Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler école, agriculture et complément d'enquête. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Et pour commencer, si nous reparlions de notre ministre de l'Éducation ainsi que du lycée Stanislas. Parce que oui, plus les semaines passent et plus Oudéa Castéra ainsi que l'établissement privé ont de plus en plus de casseroles au point de rendre jaloux les anti-Macron de l'époque de la réforme des retraites. Entre les dérives homophobes, sexistes et autoritaires, des catéchistes exprimant des convictions personnelles sur l'IVG ou l'homosexualité, une pédagogie violente et humiliante ou encore l'enseignement religieux obligatoire, et ça sans parler de l'enquête ouverte depuis l'automne 2023 pour un homophobe, le lycée privé a la pourtant si bonne réputation où étudient les 3 enfants de notre ministre de l'Éducation commence à enchaîner les polémiques. Et tout ça c'est bien sûr sans parler de l'évidente inégalité sociale que représente Stanislas à base de 3 hectares, 7 gymnases et 2 piscines. Ah bah liberté, égalité, fraternité ma gueule. Mais pas pour tout le monde apparemment. Non mais tu me diras, dans la ZEP où j'ai étudié, on avait qu'une pauvre table de ping-pong en pierre qui se battait en duel avec 3 flûtes avec et 0 raquette. Mais je vois vraiment pas pourquoi on n'aurait pas eu autant de chances de réussir que les élèves de Stanislas enfin. Bon après, toute cette histoire autour de l'établissement n'a pas apporté que des mauvaises nouvelles. Déjà on a la mairie de Paris qui en attendant des clarifications supplémentaires suite aux polémiques et accusations du lycée, a suspendu temporairement ses subventions à Stanislas. Et c'est pas un petit financement hein. Non parce que dites-vous qu'il s'élève à 1,3 million d'euros le bordel. Ce qui, oui, est plutôt pas mal pour une école dont les parents d'élèves sont aussi friqués. Ah bah faut les entretenir les piscines hein. Et si vous trouvez dégueulasse le fait qu'un établissement privé avec des familles aussi riches ait autant d'argent alors que de l'autre côté l'école publique manque cruellement de moyens avec des classes surchargées, un matos préhistorique et un papier peint plus vieux que Drucker, déjà oui, vous avez raison, et ben vous serez ravis d'apprendre qu'en 2022 l'État a consacré 8 milliards d'euros aux établissements privés sous contrat. Ah bah dans le public, ça en ferait des tables de ping-pong en pierre. On aurait peut-être même des raquettes avec. Alors je sais, j'avais parlé de bonnes nouvelles. Et justement, il y en a. Parce que cette affaire a relancé le débat sur le financement et le contrôle des établissements privés sous contrat. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Parce que dites-vous que par exemple, dans un rapport publié le 1er juin 2023, la Cour des comptes a pointé une absence de contrôle financier, un contrôle pédagogique minimaliste et un contrôle administratif mobilisé ponctuellement, uniquement quand il y a des problèmes. Ok, donc non seulement ils ont de l'argent, non seulement ils ont des structures de ouf, non seulement l'État leur donne encore plus de pognon, mais en plus, on vérifie à peine que l'argent est utilisé à bon escient. Et après, c'est la bouche en cœur, tout content, qu'ils osent nous parler d'égalité des chances, des allocs qui servent à acheter des écrans plats, ou des gens qui sont pas reconnaissants de la France. Perso, je serai reconnaissant qu'on aura tous 2 piscines dans nos établissements. Pas avant. Non, mais avec tout ça, la grandeur de l'établissement, la noblesse de Stanislas, et ben perso, je comprends totalement qu'Oudéa Castéra a fait bénéficier à son fils d'un système de contournement de Parcoursup pour y rentrer. Je vous ai dit qu'elle était ministre de l'Éducation ou... Non, mais si elle a fait ça, c'est que la ministre a dû se reconnaître dans l'établissement, c'est sûr. L'excellence, l'élite et les polémiques qui s'enchaînent encore et encore, fatalement... ça fait des points communs. Parce que oui, selon Mediapart, qui décidément ne chôme pas avec cette ministre, Stanislas aurait organisé un système de contournement de la procédure d'orientation Parcoursup pour certains de ses élèves, dont le fils de notre ministre de l'Éducation. Une pratique que les enquêteurs rappellent comme contraire aux principes et aux règles de la procédure Parcoursup. Donc, et je rappelle qu'elle est toujours ministre de l'Éducation, Madame Oudéa Castéra a contourné le système éducatif. Ok, mais en plus, eh ben c'est pour mettre ses enfants dans des classes non mixtes. Et si elle n'était pas un poste aussi important dans la fonction publique, bah elle ferait ce qu'elle veut après tout, c'est sa vie. Et même si le lycée a des classes mixtes, c'est son droit le plus strict en termes d'éducation. Sauf que quand t'es la ministre chargée de lutter contre les stéréotypes de genre... ça la fout mal. Et encore une fois, le discours sur la baya sans d'autant plus le 2 poids 2 mesures. Mais si vous pensiez que Stanislas, l'école publique, tout ça, c'était les plus gros problèmes auxquels est confronté notre ministre, vous êtes très loin du compte. Elle a été épinglée par la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives dans un document détaillant les conditions salariales très favorable de l'actuel ministre de l'Éducation et des Sports, et ce lorsqu'elle était à la tête du tennis français et soulignant son peu d'empressement à mettre en place des structures veillant à l'éthique. Petit salaire de 500 000 € annuels bruts, dont une prime annuelle de 100 000 € parce que ça fait plaisir, et ce lorsqu'elle officiait comme directrice générale de la Fédération française de tennis, je pense qu'elle s'est mis très bien. Et ça, c'est sans parler des 53 000 € du groupe lyonnais Plastic Omnium en tant que membre de son conseil d'administration et des 20 000 € en 2022
2022 pour seulement 3 séances. Ah bah c'est sûr que vu l'école de ses gosses, il lui en faut de la thune. Mais après, si elle a eu autant d'argent, c'est peut-être que elle fait bien son boulot. Et bien surprise, apparemment, non, parce que tout ça, ça a résulté en un système trop opaque, ce que la commission d'enquête dénonce en n'ayant pas pu accéder à des documents et informations qui lui auraient été indispensables pour mener à bien sa mission de contrôle. Comme par exemple le tableau de suivi des signalements de violence reçus par Signal Sport. Ce qui oui, aura été utile à leur mission, je pense que vous en conviendrez. Et tout ça, c'est sans parler de tout le bordel entourant cette enquête à base de violences sexistes et sexuelles, discrimination, mais s'il y en avait pas, ça voudrait peut-être dire qu'elle fait bien son job, mais bon, vu le petit salaire qu'elle avait, on peut pas trop lui en demander quand même. La pauvre. Et on se rappelle que non seulement madame est ministre des Sports, mais en plus qu'elle est ministre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc ça veut dire qu'avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, la madame n'est non seulement pas compétente pour être ministre de l'Éducation, et ministre des Sports. Belle prouesse. Non mais à force, je vais vraiment finir par croire que Macron il est dans un délire prendre le pire ministre possible challenge. C'est pas possible. Non mais ça va être quoi après? Un ministre de l'Intérieur accusé de viol ou alors un ministre de la Justice accusé de prise illégale d'intérêt? Non mais t'imagines? Eh ben pas besoin. Étant donné que ce 14 février, Gérald Darmanin sera devant la Cour de cassation dans l'enquête pour viol qui le vise depuis 2020. Donc, on croise les doigts. Sinon, pour rester dans le gouvernement, mais dans un autre registre, on a Bruno Le Maire qui a annoncé une hausse du prix de l'électricité entre 8,6 et 9,8%, et ce dès le 1er février. Parce que oui, évidemment, entre l'inflation, la crise, etc., les gens, ils en chient pas assez. Faut du challenge. Alors, pour justifier cette hausse de l'électricité, l'exécutif parle de renflouer les caisses, financer le programme nucléaire, etc., etc. Mais tu sais Manu, si tu veux de l'argent, ben encore une fois y aller. Paradis fiscaux. Ou alors l'argent qu'on donne aux écoles privées, ou alors les salaires exorbitants de personnalités comme Amelia ou Dea Castera, par exemple. Mais allez, restons positifs. Après tout, Macron, c'est quand même le Mozart de la finance, donc s'il fait ça, c'est qu'il doit avoir une idée bien précise en tête. Alors cette réflexion, on pourrait peut-être la dire en 2017, ou alors si on est vraiment très naïf. Mais en 2024, ça commence à devenir quand même de plus en plus difficile de ne pas voir l'incompétence de ce gouvernement. Et c'est pas le déficit budgétaire de l'État pour 2023 qui me fera dire le contraire. Alors entre ça et les caisses de l'Elysée qui ont été vidées, Mozart de la finance, peut-être. Sauf que Mozart, il était musicien et il a fini sa vie pauvre et presque clodo le gars. Donc ouais, en fait, Mozart de la finance, ça se tient. Mais rassurez-vous, parce que face à l'inflation, la crise et la vie qui devient de plus en plus chère, les députés ont décidé d'agir et de mettre le point sur la table en s'augmentant de 300 €. C'est donc ce mercredi 24 janvier que les députés ont décidé d'augmenter de 300 € l'avance de frais de mandat qui leur permet de financer des déplacements ou de louer des permanences pour suivre les effets de la hausse des prix. Une augmentation de 5,4% soutenue par tous les groupes politiques. Tous ? Et non, parce qu'un groupe d'irréductibles insoumis a décidé de s'abstenir. Alors oui, ils auraient pu s'y opposer beaucoup plus fermement. Mais déjà, ne pas la soutenir comme l'ont fait tous les autres groupes, bah c'est déjà ça. Par contre, en ce qui concerne le RN, les communistes, etc., etc., eh ben ça va être de plus en plus dur de faire genre vous êtes pour le petit peuple alors que vous hésitez pas à vous augmenter de 300 € dès que vous pouvez le faire. Non mais après je peux comprendre, hein, 5645 €, c'est pas assez pour lutter contre l'inflation. Et enfin, pour finir, petit point sur les JO. Parce qu'après avoir dégagé les étudiants de chez eux, on se rappelle, on adore, le délégué interministériel aux Jeux, Michel Cadot, a annoncé que les volontaires savaient qu'ils n'étaient ni payés ni hébergés et ils savaient qu'ils se débrouilleraient par eux-mêmes. Donc attends, ça veut dire qu'on a dégagé des étudiants de chez eux et c'est même pas pour loger les bénévoles? Avec le temps, ça devient quand même de plus en plus difficile pour Macron de cacher le fait qu'il dirige la France comme une start-up. Et oui, je sais, je le dis souvent, mais au bout d'un moment, bah faudra pas s'étonner si ça pète. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais? Parce que oui, depuis quelque temps, les agriculteurs sont en colère, et ce dans un mouvement qui grandit de plus en plus. Débuté en Occitanie, le mouvement s'étend progressivement en France, et même dans le reste de l'Europe. Pour vous dire, avec notamment des blocages importants dans la Drôme, les agriculteurs occitans multipliant depuis quelques mois les actions afin d'obtenir de l'État le déblocage en urgence d'aides conséquentes. Notamment face au renchérissement du carburant, à une maladie bovine, et pour une politique de l'eau favorable à l'irrigation des cultures. Et globalement, à l'échelle nationale, il y a 7 revendications.
C'est donc dans un bordel ambiant rappelant fortement 2018-2019 que les agriculteurs expriment leur colère. Et ce à coup de barrages, de phrases chocs et autres actions coup de poing, montrant avec évidence un ras-le-bol général du monde agricole. Mais heureusement pour eux, ils ne sont pas seuls. Car ce lundi 22 janvier 2024, Arnaud Rousseau, et non rien à voir pour le nom de famille, le patron du principal syndicat agricole français, a annoncé que des actions seraient menées aussi longtemps qu'il sera nécessaire et a appelé une nouvelle fois à des réponses concrètes face à la désespérance des agriculteurs. Une prise de parole forte, déterminée, digne d'un responsable syndical qui se préoccupe vraiment de son mouvement. Sauf que... Et ça fait flipper le gouvernement. Il va retarder de quelques semaines sa loi de merde sur l'agriculture en espérant que d'ici là, les blocages soient levés et que tout le monde rentre chez soi. Et ils commencent déjà à vous le dire, les syndicats, non, que les négociations ont commencé, et puis bientôt ils vont vous dire que soudainement, il y a eu des centaines de millions d'euros qui ont été trouvés au fond d'un tiroir de l'État et que ça va faire l'affaire parce que ça va être distribué sur les gros agriculteurs et puis on n'en parle plus. Tu sais, c'est les 100 balles des gilets jaunes, ça, on connaît la chanson. Les syndicats négocient, ils font la photo avec Attal, ils vous diront après de rentrer chez vous que tout est terminé, que vous avez bien travaillé. Bah voyons. Regardez ce type-là, c'est le président de la FNSEA. C'est ce type-là qui représente les agriculteurs dans les réunions secrètes avec le gouvernement. C'est ce type-là qui échange des SMS avec le ministre dans votre dos. Ce type-là qui vous donne des consignes à vous sur votre mouvement, vos actions et vos revendications. Ce type-là, il s'appelle Arnaud Rousseau et ce n'est pas un agriculteur. Il est le dirigeant d'une quinzaine de grosses entreprises. La multinationale Avril, par exemple, dans l'agrobusiness, qui a fait 9 milliards de chiffre d'affaires en augmentant sa marge d'enfoiré en pleine inflation, donc sur le dos des agriculteurs et des consommateurs. Il est le directeur de biogaz de Multia qui fait pousser partout des méthaniseurs stupides subventionnés à balles par le pouvoir public. Il est administrateur de Cepol, le leader français de la transformation en huile végétale. Il est le président de Sophie Prétol, une société financière qui endette les agriculteurs. Le type, il a fait une école de commerce et il a commencé l'agriculture avec de la spéculation financière. Et évidemment, pour s'arranger les petits contrats comme il faut, il est aussi le maire de sa commune en Seine-et-Marne et vice-président de son agglomération. Mais c'est pas tout parce que ce type-là est aussi le propriétaire de 700 putains d'hectares de céréales. Et il en a besoin de ces 700 hectares pour faire de belles photos, pour nous faire croire que c'est un agriculteur. Sauf que non, ce n'est pas un agriculteur. Tout ce qu'il fait, c'est sous-traiter la culture de ses champs et lui, il embauche les bénéfices parce que ce type, c'est un putain de rentier. Arnaud Rousseau ne vaut pas mieux que tous les autres connards des grandes surfaces, des banques, des industries et du pétrole qui accumulent pour eux tout et qui nous pressurisent encore pour toujours plus de profit. Sauf que ce type-là se dit être le représentant de votre colère et que c'est ce type-là avec ses intérêts de multimillionnaire qui négocie en ce moment même avec le gouvernement. Arnaud Rousseau, c'est un seigneur de l'agriculture française moderne et il se fait passer pour un paysan. C'est un menteur au double jeu permanent car lui, contrairement à vous, va profiter de toutes les nouvelles lois et réglementations de l'État. Donc non, je ne pense pas que ce soit sur lui que les agriculteurs devraient compter s'ils ne veulent pas que les petites et moyennes exploitations se fassent soit bouffées par des gros conglomérats, ou soit qu'ils meurent. Et peut-être, je dis bien peut-être, que réellement écouter les agriculteurs et agricultrices qui sont réellement sur le terrain, et non pas un mec dans sa tour d'ivoire avec un rapport de force avec le gouvernement digne de la CFDT, peut-être que si on écoutait réellement les gens du monde agricole, ben ça irait mieux déjà. Après, moi je dis ça comme ça, hein. Mais sinon, ben ouais, avec ce genre de représentants et un gouvernement comme celui de Macron, je ne pense pas que les blocages, manifestations, etc. vont s'arrêter de sitôt. Par contre, petit conseil aux agriculteurs, faites gaffe quand même, hein, parce qu'on sait comment Darmanin, il les gère les manifestants. Il n'y a pas de poids de mesure, on ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent. Et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Ah bah non, en fait, ça va apparemment. Le mec vient de cracher sur les gilets jaunes, la manif des retraites, les pompiers, le corps médical, le corps enseignant. Parce qu'apparemment, nous, on souffrait pas assez, c'est ça? Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Bloquer la circulation, c'est illégal. S'en prendre un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes?
est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'ai rappelé, non, ce n'est pas le cas. Enfin, il y a eu... Vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture? Écoutez, moi, Ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée? Écoutez, moi je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent. Cette partie de la manifestation extrêmement violente relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre. Il n'y a pas de poids de mesure, on ne peut pas comparer. J'ai bien entendu ce qu'a dit Gérald Darmanin et je l'appelle à être cohérent et à cesser ce deux poids deux mesures. Et donc je l'appelle à mettre immédiatement fin aux poursuites qui visent 1000 militants et militantes de la CGT qui sont poursuivis pour s'être mobilisés contre la réforme des retraites. Donc la même chose que les agriculteurs avec des actions absolument pas violentes puisque nos militants sont poursuivis pour avoir fait un feu de palette sur la voie publique ou dérouler du papier toilette par exemple sur un bâtiment. Si les écologistes feraient le millième de ce qui se passe aujourd'hui, ils seraient en prison et condamnés. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est que la prochaine fois, on va faire nos manifestations avec des tracteurs, puis peut-être que ça sera plus simple. Donc, les agriculteurs pourront continuer à manifester en toute tranquillité tant qu'ils restent non violents. Et il n'y a pas d'évacuation prévue par les forces de l'ordre, car il n'y a pas de dégradation. Pas de dégradation, hein? Les CRS sont pourtant là, mais ils n'interviennent pas. Alors que les agriculteurs attisent les flammes et déversent du lisier au-dessus des grilles de la préfecture d'Agen. À la mi-journée, ce fast-food est pris pour cible. Une botte de foin est dispersée dans le restaurant sous l'œil des employés dépités. Donc niveau dégradation, on est bon? Ou alors le fait que ce soit pas des éco-terroristes qui veulent manifester contre les méga-bassines ou la manifestation contre les retraites, là ça compte pas? Il y a hors-jeu? Et qu'on soit clair, je ne dis pas que Darmanin doit réagir violemment. Au contraire, je suis plutôt du genre à dire que si les gens s'expriment pour une colère et que cette colère n'est ni raciste et ni discriminante, etc., ben autant la laisser s'exprimer et soutien d'ailleurs. Mais une fois de plus, on voit le deux poids deux mesures du gouvernement. Parce que je me rappelle que quand c'était les gilets jaunes ou Saint-Soline, c'était pas la même limonade, hein. Et malheureusement, au milieu de cette effusion, il y a eu un drame. Et c'est ce mardi 23 janvier qu'une agricultrice a été tuée par un véhicule qui a foncé sur un barrage routier dressé par les syndicats agricoles manifestant dans l'Ariège. Son mari et sa fille, qui étaient à ses côtés lors de l'accident, ont également été gravement blessés. Alors bien évidemment, j'apporte tout mon soutien à la famille ainsi qu'aux proches de la victime, en espérant que son mari et sa fille s'en sortent le plus vite possible. Maintenant, il faut espérer, même si j'en doute fortement, que ce genre de drame fasse réagir le gouvernement, que les manifestations soient entendues, écoutées, et vraiment écoutées, pas par le prisme d'un chef syndical faussement agriculteur, mais par les réels acteurs et actrices de cette branche de métier. Il faut que nous, publics, nous soutenions les agriculteurs, et qu'on se tienne prêt si, comme pour les gilets jaunes, le mouvement amplifie au-delà de sa base initiale, ce qui a déjà commencé à être fait avec la CGT qui appelle à rejoindre le mouvement, parlant d'élargir la base de mobilisation pour créer des convergences. Donc tout est en train de se mettre en place, maintenant, est-ce qu'on sera prêt? Et allez, pour finir, parce que ça me fait plaisir, on va reparler racisme et extrême droite. Et non, cette fois-ci, pas de jingle. Désolé. Et pour bien commencer, parlons de Jordan Bardella. Parce que si vous ne l'avez pas vu, ce jeudi 18 janvier, France 2 a sorti un complément d'enquête consacré au président du Rassemblement National, appelé Jordan Bardella, le grand remplaçant. Et déjà, on peut s'attarder sur le titre. C'est ironique, on comprend l'idée, double sens, propre. Mais donc, est-ce que ce documentaire va nous donner des infos croustillantes, de quoi faire frémir le successeur de Marine Le Pen? Eh ben voyons ça. Alors, le complément d'enquête nous parle de l'image de Bardella, de la construction de son image, présenté comme un politicien dynamique, jeune, collant à la stratégie de dédiabolisation du Rassemblement National, mais aux surprises, il semblerait que cette image de jeune dynamique de Bardella soit fausse.
Oh là là, je suis l'étonné. Dans un entretien, son ancien coach en communication décrit une coquille vide qui ne reprenait que les éléments de langage de Marine Le Pen, reconnaissant un travail de plusieurs mois pour permettre à ceux qui détestent le RN de se dire « Oh, pour un facho, il a l'air sympa, Bardella !» Ouais, donc la stratégie du Rassemblement National depuis la succession de la fille Le Pen. Rien de surprenant, quoi. Autre chose? Eh bien, l'enquête nous parle des liens de la tête de liste du RN pour les prochaines élections européennes avec l'extrême droite violente comme la GUD, dont des liens avec le Rassemblement National et notamment avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, qui a d'étroites connexions avec le GUD dans le cadre politique, mais aussi personnel. Ah, ensemble dans le fascisme, le travail et l'amitié. C'est presque beau cette histoire. Et d'ailleurs, en parlant de travail, eh bien le complément d'enquête nous montre à quel point Jordan Bardella, en tant qu'eurodéputé, est assez transparent pour être gentil. Ça veut dire qu'il fait que dalle. Appartenant à la commission Petit dédiée aux pétitions, l'eurodéputé RN semble très rarement prendre part à ses activités, avec comme preuve le fait qu'en 4 ans, Jordan Bardella n'a écrit aucun rapport et produit que 21 amendements. Et dites-vous qu'à titre de comparaison, et sur la même période, l'eurodéputé Renaissance Stéphane Séjourné a produit 1313 amendements, et la députée LFI Manon Aubry 3460. Donc ouais, à côté de ça, Bardella il a pas foutu grand chose. Et pour un mec qui vient d'un parti qui dit que les étrangers c'est des parasites et des feignasses, ouais, l'ironie est palpable, ouais. Ce qui est d'autant plus ironique quand on voit dans le docu à quel point Jordan semble ambitieux dans ses perspectives de carrière politique, avec par exemple Florian Philippot, l'ancien porte-parole du parti, qui estime que Jordan Bardella est davantage guidé par une carrière politique que par ses convictions. Ouais, donc en fait un Macron en plus raciste que libéral. Pourquoi je suis pas surpris, moi? Mais bien sûr, le gros sujet de ce complément d'enquête, c'est le compte Twitter anonyme qu'aurait tenu Jordan Bardella. Parce que oui, immense surprise, on apprend que le président d'un parti fondé par des nazis avec une politique des alliés et des actes racistes aurait tenu un compte Twitter raciste. Les bras m'en tombent. Et c'est donc sous le pseudo Repnak du Gaito, et je sais pas si je le dis bien, mais d'un côté, je m'en fous, pendant 2 ans jusqu'en 2017, que Jordan Bardella aurait tenu un compte Twitter anonyme qui lui servait à insulter journalistes et opposants au RN, ou encore à poster des messages à connotation raciste. Et encore une fois, oh là là, je suis très la choquance, dis donc. Et même si, oui, Jordan Bardella dément formellement, ben les 4 sources de France 2 semblent faire penser le contraire. Surtout quand tu sais que le RN a déclaré avoir missionné des huissiers pour empêcher la diffusion d'un extrait relatif au compte Twitter anonyme de Bardella. S'il était clean, je suis pas sûr qu'il soit allé aussi loin. Ou alors il connaît pas l'effet Streisand. Et globalement, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait apprendre d'intéressant dans ce complément d'enquête. Et ben, je sais pas pour vous, mais apprendre que Bardella a des potes racistes, des propos racistes, un compte Twitter raciste, etc., bah ça me surprend pas tant que ça, hein. Mais après, ben si grâce à ce complément d'enquête, des électeurs et électrices du RN ont pu voir que le projet de haine et raciste du Rassemblement National, qu'ils ne sont là ni pour aider les Français, ni pour faire du social, et qu'ils se servent de la haine pour attiser encore plus de haine pour arriver à leur fin, si grâce à ça, ils ont pu voir que les députés RN y foutent quasiment rien, et ben c'est déjà ça. Parce qu'en attendant, ben le racisme décomplexé et injuste continue, et on peut continuer à le voir avec le verdict de l'affaire Théo. Alors pour les personnes qui ne s'en souviennent pas ou qui ne savent pas, ça peut arriver, et bien Théo, c'est un jeune homme noir qui a subi des violences policières. Et non, je ne parle ni d'Adama ni de George Floyd, et oui, il y a beaucoup trop de cas comme celui-là. Pour Théo, c'est le 2 février 2017 que 4 policiers contrôlent un groupe de jeunes. Un moment on ne peut plus classique, et je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Et bien pendant ce contrôle, il y a eu altercation. Théo est maîtrisé par 3 policiers, un 4e tient le reste du groupe à distance à l'aide de gaz lacrymogène, et à la suite de cette interpellation, Théo souffre d'une plaie de 10 cm du canal anal, ainsi qu'une section du muscle causée par l'insertion d'un bâton télescopique, le tout entraînant une incapacité temporaire de travail de 60 jours. Donc oui, je pense qu'on peut parler de bavure et de violence policière. Et c'est donc ce vendredi 19 janvier que la justice s'est prononcée, condamnant les 3 policiers à des peines allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis, le tout par la cour d'assises de Saint-Denis pour interpellation violente. Et oui, je pense que violente, c'est le mot. Alors, l'avocate d'un des policiers a déclaré à la sortie de l'audience « C'est l'immense soulagement. Pour la première fois, aux yeux de la France entière, il est établi le fait, comme il le dit depuis le premier jour, qu'il n'est pas criminel. » L'un des policiers poursuivis pour violence aurait d'ailleurs également dit « Je regrette les conséquences. Je pense avoir effectué mon travail dans le respect des lois. »
Alors, je sais pas pour vous, mais au vu des conséquences que Théo subit encore aujourd'hui à base d'incontinence, de séquelles irréversibles, de sensations de viol, personnellement, je pense que si, ce qu'ils ont fait est criminel. Et non, je ne pense pas que les policiers aient effectué leur travail dans le cadre de la loi. Sinon, c'est évident que Théo n'aurait pas à subir autant de séquelles, et ce, encore aujourd'hui. De son côté, l'avocat de Théo, Antoine Veil, a dit ceci. C'est une décision d'apaisement que nous prenons comme une victoire. Cette décision vient dire encore une fois que Théo était la victime ce jour-là, que rien ne justifiait qu'il a été battu. Théo, lui, ne s'est pas exprimé, ayant tout simplement dit, à la veille du procès, tout me convient, tant que les policiers sont condamnés. Pour Théo et sa famille, c'est donc le soulagement d'une condamnation qui prime, avec une volonté d'apaisement et non de vengeance, ce qui est plus qu'honorable de leur part. Parce qu'on parle d'une vie brisée là. Et encore une fois, c'est un jeune homme non blanc que la police a brisé. Ils lui ont brisé sa vie. Et le fait qu'il veuille apaiser les choses et qu'il ne cherche pas la vengeance, c'est quand même admirable. Et j'ai pas l'impression que de l'autre côté, c'est ce qu'ils auraient fait à sa place. Il faudra encore combien de bavures, combien de Théo, Naël, Floyd, Adama, il en faudra combien pour comprendre que le système policier à l'heure actuelle est déficient, qu'il y a des violences policières, que la police tue et qu'il faut faire quelque chose. Il faut une refonte totale. Ah mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Jordan Bardella est de droite ou de gauche. Alors si tu te poses réellement la question, j'ai peur pour toi. Voilà, la vidéo est terminée et avant de partir, petit point pour vous dire que normalement la semaine prochaine, il n'y aura pas de Tout va très bien. Et j'en suis désolé. La vidéo d'aujourd'hui était pas mal grosse et j'ai pas mal de travail à côté à faire. Sinon, si vous voulez me voir hors des Tout va très bien, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Blazy, chaîne pop culture, que j'alimente pas trop ces derniers temps, mais ça va venir petit à petit. Faut prendre le temps. Faut être patient, c'est tout. Et sinon, je fais des lives de plus en plus régulièrement sur Twitch. La chaîne s'appelle Blazy TVTB, donc n'hésitez pas à venir me voir, ça me ferait très plaisir. Et je vous redis... Salut!